Alors, ça fait débat, c'est votre mission qui vous attendez de partout dans le monde. Ils sont déjà sur ces plateaux. Francis Okito, cadre de l'UNC, vous êtes de l'opposition, bienvenue. Merci. Maître Ernestine Nyoka, vous êtes juriste également de la majorité présidentielle, bienvenue. Merci. Norbert Yamba, vous êtes de la société civile. Merci. Pas cadre de la majorité. Bienvenue. Maître Laurent Ochunde, c'est Ochunde? Ochumbe. La première fois, vous êtes cadre de l'ECD, parti vraiment d'opposition en République démocratique du Congo. C'est beaucoup de sujets qui font la une en République démocratique du Congo. Mais rendons-nous d'abord à Kampala où, avec l'actualité dans les médias internationaux et même au niveau ici national, on s'attendait peut-être à un accord qui devrait être signé ce 15 mars pour mettre fin à ces pourparlers de Kampala. Où est-ce que nous en sommes? Alors, c'est une question, on va juste question de décrypter ces sujets qui fait la une. Il semble qu'on avait envoyé la délégation de Kinshasa écouter les revendications d'un 23. Est-ce qu'il était question de signer les accords? Je commence avec vous, Madame Ernestine. Merci Mathieu. Merci de m'inviter en ce mois prestigieux de la femme. Permettez-moi quand même, tout le mois est dédié à la femme, spécialement en RDC, bien que c'est le 8 qui est la journée internationale. Permettez-moi de souhaiter la bonne fête à toutes les mamans et même à celles qui sont dans la partie est du pays, malgré toutes les tribulations qu'elles vivent, ne fût-ce que cette pensée d'amour et de compassion puisse soulager tant soit peu les peines qu'elles éprouvent. Exactement. La délégation de Kinshasa qui avait été envoyée à Kampala, à ce que je sache, n'a pas été envoyée pour aller faire, sinon signer un autre accord. La délégation de Kinshasa est allée en priorité pour évaluer l'accord du 23 mars 2009. Je pense que cet accord a suffisamment été décrypté et que ce que nous pouvons attendre aujourd'hui, c'est qu'un procès verbal, je pense, puisse être signé, évidemment en déterminant très bien quelles sont les matières qui ont été respectées par le gouvernement de la République, quelles sont les matières qui posent encore problème et quelles sont les matières qui nécessitent que l'on puisse encore s'y pencher, peut-être dans un autre cadre. Je crois que c'est cette lecture-là que nous pouvons faire, que nous devons faire pour parler sinon de la concertation de Kampala. Qu'à cela ne tienne, je crois que les amis du M23, si je peux les appeler ainsi, avaient aussi sollicité qu'on puisse parler d'autres questions. Des questions économiques, des questions politiques, des questions sociales et que sais-je, j'en passe. Ils ont essayé de ramasser un peu tout ce que l'opposition sur place dans le pays avait comme revendication. Je crois, à mon humble avis, qu'il est bon de se limiter à ce qui avait réellement été prévu. Surtout dans la mesure où, aujourd'hui, nous avons l'accord cadre qui a été signé le 24 février 2013. Dans cet accord cadre, il y a des points, sinon des devoirs qui ont été demandés à la RDC. Et dans ces devoirs, on retrouve des questions de démocratie, on retrouve des questions de réconciliation nationale, d'autant plus qu'aujourd'hui, même dans le pays, il y a déjà des concertations, des conciliabules entre les différents acteurs politiques qui, en fait, consultent, sinon sont consultés par le secrétaire général de la majorité présidentielle. Je crois que ce serait un non-sens si, en allant à Kampala, il faudrait encore parler des autres questions autres que l'accord du 23 mars 2009. La question, puisque l'accord cadre, c'est un texte de loi supérieur à tous les autres textes, puisqu'il est pris au niveau international, il a été préparé, sinon proposé c'est fait sous l'égide des Nations Unies. Nous savons que c'est le secrétaire général qui lui-même a été celui qui a porté très fort et très haut cet accord. Et donc, toutes ces questions, aujourd'hui, doivent être discutées au pays. Ils ne peuvent plus être discutés à Kampala. Et pourtant, l'accord cadre signé à Addis Abeba ne contraint pas les groupes rebelles
a cessé de terroriser la population dans la partie Est. Alors, autre question à la société civile. Vous avez suivi il y a 2 jours l'ancien vice-président de la RDC, je cite Azarias Robert-Roy, qui disait que le gouvernement serait obligé de signer cet accord avec le M23 pour qu'il y ait la paix dans la partie Est. A-t-il raison, Norbert Yamba-Yamba? Merci beaucoup, Mathieu, pour cette question. Il faut dire qu'il faut savoir apaiser les esprits. Exact. Lorsqu'on veut réaliser un projet, le projet a un timing bien déterminé. On arrive au terme de ce projet, lorsqu'on fait l'évaluation, et qu'on trouve qu'il y a des choses qui étaient prévues et qui n'ont pas été prévues, qui n'ont pas été réalisées. Nous, dans le langage technique, nous disons la rétroaction. C'est-à-dire qu'on refait un autre projet. L'accord qui a été signé avec le CNDP, qui visiblement est repris comme leitmotiv du M23, cet accord a fait l'objet d'évaluation. Bon, on parle d'écoute, mais on a évalué. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Écoutez, le solde de ce que représentent les discussions doit être réarticulé dans un autre document qu'on appelle accord. Ce n'est pas un procès verbal. Parce que ce sont des engagements. Des engagements. Ces engagements ont été pris, ils n'ont pas été respectés. Lorsqu'on fait un report, comme disent les comptables, ces engagements deviennent des engagements qui visiblement doivent faire l'objet des contraintes dans les différentes parties à présent. Donc, il faut un accord. Et M. Azarias n'a pas tellement tort en disant cela. Mais là où le problème se pose, moi comme société civile, c'est que oui, on va signer l'accord. On va signer l'accord avec qui? Ah voilà. On va signer l'accord avec qui? Des représentants Parce du M23. qu'il y a des représentants du M23. Et ils se révoquent les uns contre les autres. Il semble que, bon, madame le dira, le gouvernement est en avance avec les contacts avec le groupe Makenga. Et je vous disais une fois ici que M. Mathieu, tout ce qui se fait, rentre dans le plan opératoire. Et que les discussions que l'on est en train d'assister sont des discussions qui, visiblement, vont pousser à l'intégration du M23 dans les institutions de la République, en commençant par les forces armées, les institutions politiques, etc. Pourquoi? Et je vous l'avais dit à l'époque que cela va permettre naturellement à la filière rwandophone de contrôler l'impérium. Et vous savez qu'aujourd'hui, très clairement, on a à peu près 9 généraux. On a 19 colonels. On a 70 majors. Mais c'est pas mal. 3, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Mais alors, je vous avais dit qu'on finira par un accord. Mais cet accord va laisser une fenêtre ouverte. Et cette fenêtre ouverte, c'est justement le groupe Atagana. On va démontrer tout. Il y aura un accord qui va être signé par un groupe. Et cette fenêtre restera pendante. Jusqu'à ce que, les gens qui animent cette fenêtre vont encore revenir en surface pour qu'on puisse signer un autre accord en ouvrant une autre fenêtre jusqu'à ce que l'état tampon soit installé dans les Kivu. C'est ça. Ne soyons pas dupes. D'accord. C'est cela. Merci pour cette lecture. Alors, du côté de l'UNC, l'implosion, bien sûr, du M23 accentue le risque de somalisation du Kivu. Êtes-vous d'accord avec le propos de l'ancien vice-président de la RDC, Azarias Robert-Roy? Je le cite, Kinshasa n'a pas le choix. Il y aura intégration du M23. Merci Mathieu. Je commence par saluer les mamans, parce que c'est le mois de la femme. Ah ouais. Je suis d'ailleurs content qu'on soit avec... le 8 mars, on avait spécial, ça fait débat, toutes les femmes avaient disparu. À la même occasion, je salue ma chère mère, Maman Oteneo, qui m'a fait naître, et je crois qu'elle va bien là où elle est. On l'a dédié l'émission. Oui, je dédie l'émission à Madame Oteneo Keng. Mathieu, il se pose un problème. Il se pose un problème sérieux en ce qui concerne d'abord ces accords. Parce que je vais remonter de la première question que vous avez posée au confrère Ernestine par rapport à l'accord qui serait signé aujourd'hui, mais malheureusement qui n'a pas été signé. Moi, je suis passé sur ce plateau plusieurs fois. Je vous ai dit qu'il va d'abord se poser un problème de droit. Exactement. Lequel? L'accord, comme le dit le confrère, qui devait être évalué, qui a été signé, n'a jamais été signé avec le M23. Le gouvernement congolais n'a jamais signé un quelconque accord avec le M23.
C'était le CNDP. Et l'article 33 du Code civil congolais, livre 3, qui parle on parle de la philosophie même des accords, de la volonté de contracter. Lorsque les personnes contractent, seules ces personnes sont liées à ces contrats. Est-ce que les gouvernements pouvaient évaluer un accord qui n'a pas signé avec quelqu'un? Non, c'est difficile. Moi, j'aurais dû comprendre peut-être que lorsqu'on dit que le gouvernement est allé négocier avec le M23 pour signer un nouvel accord. Là, on se comprend. Mais d'autant plus que le CNDP, qui a signé les accords avec le gouvernement congolais, ne fait pas partie de ces délégations. J'aurais dû encore une fois comprendre qu'on nous dise que c'est le CNDP qui s'est rébellé parce que les accords signés avec le gouvernement n'ont pas été respectés. Là, on se comprendrait. Mais le fait que ce soit un autre mouvement qui s'appelle le 1-23, malgré que ces gens faisaient partie du CNDP, mais ils n'avaient pas, parce que le CNDP a des statuts. Ces statuts déterminent quelles sont les personnes habilitées à représenter le CNDP. Exact. Et je vous informe d'ailleurs. Ancien parti politique. De la majorité d'ailleurs. Voilà, et le CNDP statue. Et je vous avais dit l'autre fois que dans la délégation du gouvernement se trouve le président du CNDP. Il y a quoi? Ça, c'est par rapport à la première question que vous avez posée au confrère Ernestine. Mais par rapport au questionnement, par rapport à ce qui concerne la déclaration de l'ancien vice-président, la RDC doit signer ou n'est pas signer. N'a pas le choix, il y aura intégration. Ça veut dire doit signer, doit y avoir intégration. Moi, personnellement, ça c'est à titre individuel, je m'oppose à une quelconque intégration. Parce que vous savez que ce sont ces intégrations qui nous ont conduits là où nous sommes aujourd'hui. Je me rallie au point de vue de mon aîné Yamba Yamba qui dit que l'on ne sait pas. Est-ce que réellement ces gens viennent pour travailler pour la République ou ils viennent encore s'infiltrer dans l'autre système sécuritaire et demain créer encore d'autres frustrations? Il se pose un problème. Est-ce que, outre leur intégration, il y a une autre piste de solution pour qu'il y ait la paix dans la partie Est? Outre l'intégration de ces gens, moi je crois qu'il y a plusieurs pistes de solutions. Il y a plusieurs pistes de solutions. Moi je vous avais dit l'autre fois que je crois en l'armée congolaise. Il faut d'abord, avant même de parler d'intégration... Vous restez à l'option militaire. Avant même de parler de l'intégration, mais quel a été l'objectif de l'accord cadre? C'est seulement pour l'intégration de ces gens? Parce que dans l'accord cadre, vous l'avez même d'ailleurs dit, il n'y a pas de contraintes à l'égard de ces gens. Il n'y a pas de contraintes à l'égard de ceux qui favorisent ces gens à semer de la terreur dans notre pays. Et comme il n'y a pas de contraintes, l'armée congolaise, le gouvernement congolais ne doit pas être distrait. Vous voyez que la division au sein du 1-23, c'est une chose bien organisée, bien orchestrée par le Rwanda et l'Ouganda pour que le gouvernement soit toujours à genoux devant eux. Parce qu'aujourd'hui, nous allons signer avec Makenga et demain, ça sera encore le groupe Runiga. Et ça va continuer, cette histoire va continuer jusqu'aux jours à venir. D'accord. Alors, Laurent Ochumbe, vous êtes un cadre de l'ECD, parti de Martin Fayulu. Votre première participation, vraiment ma première question, votre réaction. Votre parti est d'accord avec une quelconque signature où vous avez une autre vision pour l'instauration de la paix dans la partie Est de la RDC? Merci beaucoup, M. Mathieu. Permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Exact. Notre parti politique, dirigé par l'honorable Martin Fayulu, a eu à se prononcer plusieurs fois par rapport à cette question de la guerre qui sévit notre pays à l'Est. Particulièrement par rapport à la guerre actuelle, nous avions pensé ceci. Il y avait moyen, si dans le pays on avait un leadership exemplaire, on pourrait anticiper à tous ces problèmes ici. Parce que, qu'est-ce qui est à la base des difficultés que nous connaissons aujourd'hui, notamment la guerre? C'est qu'il y a un certain nombre de Congolais, n'est-ce pas, frustrés par la gestion chaotique du pays, qui se permettent, n'est-ce pas, de pouvoir s'allier avec les étrangers afin d'essayer à nous déstabiliser. Mais nous avons une jurisprudence récente, qui est en cours d'ailleurs, au niveau du Mali. Nous pensons que le gouvernement aurait dû, à cet état de détresse,